bonsoir à tout le monde, à ceux qui sont déjà arrivés, à ceux qui ne vont pas tarder à le faire. C'est une première expérience pour moi que ce webinaire, donc j'espère que ça va bien se passer. Et même si vous n'avez pas la possibilité d'intervenir verbalement, parce que ça sera un peu compliqué vu le nombre de personnes qui suivent, il y a la possibilité, on va essayer d'en profiter, que vous puissiez envoyer quelques petits mots pour intervenir ou nuancer en cours de route. Et donc, si ce webinaire se passe comme nous l'espérons, nous essaierons de le renouveler avec des sujets intéressants par la suite. On va commencer tout doucement, le temps de laisser aux personnes qui vont arriver sur l'écran de se joindre, puisqu'on en attend un peu plus que ceux qui sont là pour l'instant, mais merci à ceux qui étaient déjà à l'heure. Difficile pour moi parce que je suis habitué à m'adresser à des êtres humains, pas à des écrans. J'ai l'impression de faire un saut dans le futur. Le webinaire va durer 1 heure, donc le compte à rebours est commencé. C'est pourquoi il faut commencer à l'heure et terminer avant qu'on nous coupe la chic. C'est pas un cours que je vais faire, même si une partie des personnes qui suivent sont des étudiants. Le but, c'est plutôt de partager une réflexion, d'élargir le sujet, le débat, de partager, et puis pour les personnes curieuses, justement, de les amener à cette réflexion par rapport à la médecine chinoise, puisque le sujet, c'est quel intérêt d'étudier une médecine ancienne, une médecine traditionnelle, comme la médecine chinoise, dans un pays moderne comme la France, qui a quand même une médecine de pointe, une médecine qui est considérée comme un fleuron parmi les médecines en Occident. Nous sommes dans un pays qui a tout ce qu'il faut. Nous disposons de toute la technologie nécessaire. Nous sommes parmi les premiers consommateurs au monde d'un certain nombre de médicaments. C'est d'ailleurs intéressant de noter de quelle nature sont ces médicaments. Généralement, on est plutôt dans les gros consommateurs de médicaments en matière de maladies cardiovasculaires et de problèmes psychologiques. Et on a tendance à attribuer notre santé et notre longévité à ces médicaments plutôt qu'au fait que nous vivons dans un pays riche, plutôt qu'au fait que nous n'avons pas froid, que nous n'avons pas faim, que nous avons beaucoup de nourriture, de la bonne, si on veut, que nous n'avons pas trop de pollution, que nous avons des vacances. C'est sûr que lorsqu'on compare le mode de vie français à beaucoup de pays, on pourrait considérer qu'il y a là des éléments permettant de vivre, comme disent les Chinois, heureux, longtemps et en bonne santé. Si l'on regarde la longévité humaine, l'espérance de vie en Chine est sensiblement équivalente à celle de la France pour des coûts de santé 40 fois inférieurs. Ça veut dire que ça peut être ailleurs éventuellement qu'est l'explication et pas uniquement au fait que l'on consommerait beaucoup de médicaments. En outre, pour ceux qui pratiquent déjà, vous avez remarqué que toutes les personnes âgées ou même sans pratiquer, quand vous avez des proches parmi vous, sans être médecin, vous voyez que souvent les personnes âgées qui ont la pêche, qui vont bien, ce sont des personnes qui généralement prennent rien, pas grand-chose en traitement, alors que les personnes qui ont des listes importantes sont généralement assez entamées. Donc, la médecine chinoise, elle n'est pas moderne, elle est ancienne, et elle remonte à la même époque que celle d'Hippocrate. On est pour la partie vraiment importante de cette médecine, pour la compilation des grands textes, entre 300 et 500 avant Jésus-Christ. Mais elle remonte encore à bien plus loin. Parlons d'Hippocrate. Il y avait 2 citations qui étaient importantes pour lui, et elle était contemporaine et je dirais cousine de la médecine chinoise, celle d'Hippocrate. Il disait « Primum non nocere », premièrement, ne pas nuire. C'était un principe de base du médecin, et je ne sais pas si ça fait partie du serment. Premièrement, ne pas nuire, règle importante. Deuxièmement, il disait aussi « La maladie n'est pas plus importante que le malade ». La maladie n'est pas plus importante que le malade. Qu'est-ce qu'on regarde? La maladie ou le malade? Qu'est-ce qu'on regarde? Les examens ou la personne? Ce sont des questions qui méritent de se poser encore aujourd'hui. Mais si l'on regarde, disons, ce à quoi nous a amené la médecine moderne. J'étais encore en consultation aujourd'hui,
Ma dernière patiente, sans trahir un secret médical, était un médecin, et on en a encore parlé, et les médecins eux-mêmes sont d'accord là-dessus. Il y a une industrialisation de la médecine et de la pharmacie. C'est-à-dire que c'est une logique industrielle qui prévaut, avec une tendance à adapter les personnes au système existant. Les batteries d'examen, les médicaments identiques pour tous. C'est industriel dans la logique. C'est pas individualisé. On voit plus beaucoup les pharmaciens faire des préparations individualisées par des prescriptions individualisées de médecins. C'est généralement des boîtes qui sont prescrites et qui sont vendues. On a droit encore aujourd'hui à des essais thérapeutiques. Il y a des périodes où un malade sur deux à l'hôpital teste un médicament, un protocole. Donc on est dans une expérimentation permanente parce qu'il faut sortir des nouveaux médicaments. Il y a une sorte d'obsolescence programmée aussi en matière de médecine. On trouve parfois plus de bons médicaments et ils sont remplacés par d'autres qui n'ont pas forcément les mêmes effets parce qu'ils sont tombés dans le domaine public et ne rapportent plus assez à ceux qui les fabriquent. On a, vous l'avez remarqué, des scandales sanitaires à répétition. On a la liste assez impressionnante des effets secondaires, des médicaments, qui n'est quand même pas anodine, et on voit bien dans nos cabinets, c'est peut-être pourquoi j'aborde un peu d'abord le côté sombre des choses, parce que ce sont des personnes comme nous qui les récupérons, des personnes qui sont malades de la médecine qu'ils prennent. Les effets secondaires, souvent, elles font plusieurs colonnes, des effets indésirables, tandis que les indications font une ligne ou deux. Alors bien sûr, pour cela, on vend d'autres médicaments, et c'est comme ça que certains patients finissent avec un chariot à la pharmacie. On a la systématisation des examens qui pose aussi un petit problème. Là, je vous parle de tout ce dont mes patients se plaignent régulièrement et qui disent pourquoi ils sont venus me voir plutôt qu'aller à la médecine conventionnelle. Et parmi ces patients, je vous dis bien aussi des gens qui sont dans le médical. Les examens qui sont devenus une sorte de moyen systématique de faire un diagnostic, même quand le problème semble assez éloigné. Je veux dire, ce matin, une patiente avec une gastralgie aiguë en pleine nuit. Bon, la douleur était franchement au niveau de l'estomac, elle traversait. Premier réflexe, prise de sang. Je ne sais pas si c'est la prise de sang, mais cliniquement, déjà, on pourrait avoir d'autres réflexes. Voilà, il n'y a plus beaucoup de cliniciens. Ce sont des examens systématiques. Et puis derrière, ce sont souvent des traitements à vie aussi. Ça semble assez banal, assez évident pour patients comme pour médecins de dire vous avez ce problème, maintenant il va falloir prendre un traitement à vie. Votre thyroïde est déréglée, il va falloir prendre quelque chose, ça sera à vie. Vous avez de la tension, il va falloir prendre quelque chose, il ne faudra plus l'arrêter. Un traitement à vie, c'est une béquille. Et quand on marche avec une béquille, sous prétexte qu'on a mal au genou, les muscles s'amollissent et on ne peut plus jamais marcher sur ses jambes. Donc les traitements à vie, ce n'est pas forcément quelque chose que souhaitent les gens. Surtout quand ils sont jeunes et qu'on leur annonce déjà qu'ils vont prendre quelque chose à vie. Il faut espérer que notre pays restera riche et que les laboratoires continueront de fabriquer des produits. Sinon, on se demande ce qui va se passer en cas de pénurie. Pour toutes ces raisons, il y a des gens qui considèrent qu'Hippocrate est bien mort. Et on le regrette, parce qu'Hippocrate, c'était bien. Pasteur, c'est pas mal non plus. Mais le médecin de famille dans le temps a disparu, et beaucoup le regrettent. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui vient du roman du Jules Romain, Knock, avec Louis Jouvet. Et voilà, il y a eu cette bascule, il y a une génération maintenant, de la médecine de famille, de la médecine basée sur l'observation, la clinique, la nature au maximum, où l'on prescrivait à minima, remplacée par une médecine qui considère qu'il y a là un marché à développer. Et on est un peu victime de ce courant. Tout doit être rentable de nos jours. Tout doit fonctionner de façon randomisée. Alors certains médecins disent oui, mais si je ne prescris pas des médicaments à mes patients, ils vont considérer que je suis un mauvais médecin. C'est eux qui me les demandent. Mais les patients, s'ils font cette demande, c'est bien parce qu'ils ont été conditionnés eux aussi. L'industrie conditionne à la fois ceux qui prescrivent et ceux qui consomment. Et si ce n'est pas le médecin qui rééduque les patients, qui le fera? Est-ce que c'est parce que le patient demande au médecin à prendre du whisky que le médecin va lui prescrire? Non. Donc, quand on voit certains médicaments pris pour éviter de boire, moi, des fois, j'ai envie de dire aux gens, je préfère que vous buviez quand on voit les effets secondaires.
Donc il faut réfléchir à ça aussi. Alors, tous ces points mériteraient débat, mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire. On a dit, c'était une réflexion sur l'intérêt d'étudier une médecine traditionnelle aujourd'hui. Mais vous voyez qu'on y vient tout doucement. C'est-à-dire une partie croissante de la population se méfie des solutions qui lui sont proposées aujourd'hui parce qu'on voit quand même des inconvénients assez importants se dessiner. Et c'est certainement une des raisons majeures pour lesquelles, à mon avis, patients comme médecins se détournent peu à peu du conventionnel pour rechercher des solutions un peu différentes. Retrouver une âme dans la médecine, c'est quand même important, parce que ça se déshumanise à vitesse grand V. En médecine chinoise, on a un médecin qui s'appelait Sun Sun Miao, qui a écrit un ouvrage, le traité qui vaut 1000 onces d'or, et qui a écrit des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'écrivait Hippocrate. Notamment, on pourrait s'inspirer de ce qu'il a dit pour faire notre propre serment en médecine chinoise, de la façon de traiter les patients. Parce que les patients, c'est des êtres humains, ils ont plusieurs étages, ils ont bien sûr un corps qu'il faut pouvoir analyser, qu'il faut pouvoir parfois disséquer. Mais, comme disait le docteur Léong, on peut voir un soldat en photo, même s'il est armé jusqu'aux dents, la photo ne va pas nous dire si c'est se battre. Donc le matériel, le physique ne suffit pas. Il y a aussi un être humain, c'est aussi de l'énergie, c'est aussi un fonctionnement. Le fonctionnement, on peut l'évaluer à travers un certain nombre de signes, mais il n'apparaît pas toujours à l'imagerie. La fatigue, ça ne se voit pas, la douleur, ça ne se voit pas. On regarde l'imagerie, on dit, il n'y a pas de raison qu'il y ait de douleur, il y en a quand même, parce que toutes les douleurs ne sont pas mécaniques. Et puis il y a un esprit à l'intérieur de ce corps, et peut-être que c'est le plus important, parce qu'après tout, le corps, lui, il va en s'usant, alors que l'esprit, il y a des étoiles qui sont mortes, et la lumière est toujours dans l'espace. Donc on ne peut pas négliger cette dimension de l'être humain. Il est dit dans un ouvrage qui remonte à avant Jésus-Christ, le Sowen, que le médecin traditionnel doit faire l'examen d'un patient à la fois sur ces trois dimensions. Observer son aspect organique, physique, matériel, observer son fonctionnement, son dysfonctionnement, comment il mange, comment il dort, comment il fonctionne, et s'enquérir de ses états d'âme, de ses soucis, de ses problèmes, de ses souhaits, de ses aspirations, de ses frustrations. Parce que tout ça ensemble, ça fait un malade ou une personne bien portante. On ne sépare pas dans les médecines anciennes, comme la médecine chinoise, on ne sépare pas l'homme de son environnement, on ne sépare pas le corps de l'esprit. On ne prend pas le parti d'étudier que l'un ou que l'autre, c'est impossible. Donc on ne peut pas uniquement s'enfermer derrière un microscope pour analyser une personne, pour comprendre comment elle fonctionne. On ne peut pas non plus l'étudier en vase clos, savoir qu'est-ce qu'il y a autour d'elle, que ce soit la nature ou les humains. De nos jours, on tient encore des débats pour savoir si les climats ont vraiment un effet sur les rhumatismes. Est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit? On a encore des débats pour savoir, des colloques, pour savoir s'il faut prendre les émotions en compte dans certaines maladies. Alors que dans ces ouvrages qui remontent avant Jésus-Christ, on nous explique déjà le lien étroit et la raison pour laquelle on peut avoir des cellules qui deviennent folles, parce qu'on a gardé à l'intérieur un problème qu'on n'a pas osé exprimer. Donc on a perdu beaucoup de temps parce qu'on a oublié des choses que les anciens répétaient, y compris dans notre médecine traditionnelle ancienne. Et encore une fois, je pense que c'est pour retrouver ces liens que l'on s'intéresse, qu'on passe par la Chine, pour retrouver nos propres racines, ce qui nous relie au reste. Nous avons besoin d'une médecine qui s'intéresse à la cause des choses, qui cherche à comprendre avant de traiter. Le premier réflexe quand vous avez une maladie, souvent c'est il faut un traitement. Vous allez voir dans vos actualités, on va vous dire il y a une nouvelle maladie, tout de suite on cherche un traitement. Non, c'est attends, d'où elle sort? Ça tombe jamais du ciel une maladie, il y a toujours des causes. Il y a 9 causes en médecine chinoise. Et elles se combinent. Ça fait beaucoup. On ne peut pas non plus mettre tout sur une seule cause à chaque fois. Ramener tout parce qu'on s'intéresse à la psychologie ou à la génétique ou à l'alimentation, tout ramener à ça. Non. Il y a des tas de causes possibles et elles s'interpénètrent.
Mais il faut chercher la cause, ou les causes. Parce que sinon, on va sauter sur un traitement, certes efficace, mais symptomatique, qui va viser l'urgence. Tu dors pas, je te donne un somnifère. Tu dors encore pas le lendemain, bah, reprends le somnifère. Ben, prends la vie ton somnifère, comme ça tu dormiras. Pareil pour ta tension, pareil pour... etc. Et on retombe sur les béquilles dont on parlait. Mais si on retire le traitement, tout s'écroule. Et bien que continuons le traitement, un jour tout s'écroule quand même. C'est-à-dire que les somnifères ou les calmants, un jour, ça n'empêche pas un Alzheimer ou une dépression profonde. Au contraire, ça peut les générer. Ça peut envoyer des gens avec un avion sur une montagne. C'est parce qu'il était dépressif. C'est peut-être à cause de l'effet secondaire de ces antidépresseurs, il faudrait voir. Parce que c'est indiqué dessus. Donc, il faut regarder tout ça. L'efficacité du traitement immédiat, c'est un raccourci qui se transforme en impasse. Et les gens ont un peu assez de ça. Et puis bien sûr, ça génère des nouveaux problèmes. Alors, il y en a qui disent, bah, comme ça fait vendre de nouveaux médicaments. Mais voilà, vous voyez la dépendance que ça crée, ça n'arrange pas tout le monde. Il est dit en médecine chinoise que si le médecin ne comprend pas le début, s'il n'a rien compris du début, il ne pourra que dire l'heure du décès. Et donc, on a droit très souvent chez nous à une médecine qui nous fait des prédictions inquiétantes, fatalistes, plutôt que de nous inciter à faire par nous-mêmes des choses pour nous sortir des emmerdes. Mais, encore une fois, si j'évoque tous ces côtés un petit peu sombres de ce qui se passe actuellement, c'est un petit peu, je le reconnais, une déformation professionnelle de ma part, parce que je récupère, comme c'est un certain nombre d'entre ceux qui sont en train d'écouter, les ratés, en quelque sorte, de notre système médical. Et ça ne veut pas dire, évidemment, il n'y a pas besoin qu'on descende un système pour en encenser un autre, parce que la médecine chinoise a elle aussi ses faiblesses, ses limites, bien entendu, et la médecine occidentale a ses énormes succès, j'allais dire, ses réussites étonnantes. Quand on voit ce que peut faire la chirurgie, c'est quand même quelque chose d'assez prodigieux. On rêverait simplement d'un gros système médical qui permette à la fois, je dirais, de régler les pièces, et si vraiment ça ne va pas, de les changer, plutôt que de les changer tout de suite. Mais régler une personne pour pas qu'elle tombe malade, ce côté préventif, c'est ça qui fait un peu défaut chez nous, et c'est pourquoi ce mariage de raison nécessiterait d'intégrer une médecine comme la médecine traditionnelle chinoise à côté de la médecine d'urgence que l'on a et qui est efficace. Ça ne veut pas dire non plus mélanger les deux et bien secouer et faire une médecine intégrée, intégrative, comme on entend parfois, parce que là, ça a déjà été tenté en Chine, mais c'est pas probant parce qu'on fait de la mauvaise médecine occidentale et de la mauvaise médecine chinoise. Donc on va rajouter du paracétamol dans une formule traditionnelle de plantes pour traiter la grippe, mais en fait on fait ni de la médecine chinoise ni de la médecine occidentale et c'est pas plus efficace que l'un ou l'autre pris comme il faut. Donc, assez critiqué, on va essayer, je ne sais pas l'heure, oui, voilà, on a pris 20 minutes déjà. On a compris qu'une certaine partie de la population se tournait vers la médecine chinoise. Alors là, la question c'était pourquoi étudier cette médecine, pas seulement y recourir en tant que patient. Mais oui, il y a une partie, c'est une fuite. On veut fuir quelque chose qui ne nous convient pas. Mais il y a aussi, et c'est là où je vous proposerai éventuellement de participer, d'intervenir, c'est aussi une quête, et c'est avant tout une quête. Il faut voir le côté positif de la chose. Qu'est-ce qu'on veut trouver, qu'est-ce qu'on veut retrouver en étudiant ce genre de médecine? Et est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça nous offre vraiment ce qui correspond à notre quête? Alors, moi j'ai noté 2-3 choses pour moi, que j'avais envie de partager avec vous. Même personnellement, qu'est-ce que je recherchais quand j'ai commencé à étudier cette médecine? Pourquoi je suis allé faire du porte-à-porte? Pourquoi j'ai, un peu contre vent et marée, parce qu'il y a une quarantaine d'années, c'était un peu moins facile d'étudier la médecine chinoise. Pourquoi on est prêt à prendre le sac à dos, et à changer de pays, et à s'endetter? Qu'est-ce qu'on cherche et pourquoi? Si vous avez des idées sur les raisons pour lesquelles vous aimeriez étudier une médecine ancienne, en vous demandant si elle peut offrir cet espoir que vous avez, ou si vous avez commencé à le faire et que
vous espérez encore, parce que cette quête n'est pas encore atteinte, ça m'intéresserait de savoir ce que d'autres personnes recherchent à travers l'étude d'une médecine comme ça. En attendant que certains peut-être ajoutent leur grain de sel ou leur grain de riz à la question, moi j'ai noté d'abord une quête de sens. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien donner un sens aux choses. Même quand j'ai un symptôme, j'aime bien comprendre pourquoi il est là. J'ai un voyant qui s'allume sur mon tableau de bord. Mon réflexe, c'est pas de l'éteindre, c'est d'essayer de me dire mais pourquoi il s'allume. Parce que j'ai envie de trouver le bon tuyau, de remplir ce qui est vide, ou d'éliminer ce qui est trop plein, ou de rafraîchir ce qui chauffe de trop, et de voir que le voyant s'éteint, il ne va pas se rallumer, mais de savoir que la voiture va continuer à rouler. Donc une quête de sens, et puis le sens, pour moi, il va plus loin, c'est donner un sens aussi à la maladie, éventuellement, parce que des fois on n'arrive pas à guérir. Donner un sens à la vie, donner un sens à la mort. Alors, il y a des réponses, je ne vais pas les fournir maintenant, et puis d'abord, ce sont que les miennes ou que celles qui m'ont été transmises. Mais il y a une réflexion là-dessus dans le cours sur la mort, dans le cours sur la psychologie, il y a une réflexion sur le sens de la vie et de la mort. Et il y a beaucoup de personnes qu'on voit en cabinet qui se plaignent d'un certain nombre de choses, mais en filigrane, ça m'est arrivé de dire aux gens, mais attendez, à travers ce que vous me dites, là, tout ce que je vois, c'est que vous avez peur de vieillir ou peur de mourir. Peut-être qu'il faut qu'on parle aussi de ça, parce que vous allez mourir. Donc, mais pour ça, il faut que soi-même, on ait étudié des choses là-dessus, parce qu'il faut être à l'aise avec la mort, c'est dans notre société, on nous cache la maladie, la vieillesse et la mort, on nous sort quelques maladies une fois l'an parce qu'on veut récupérer des fonds, mais on les remet dans les tiroirs après, pour un an. Il y a un malaise avec ça, une quête de sens, hein, comme le Bouddha qui sort de son... Enfin, c'était pas encore le Bouddha, le prince qui sort de son palais, puis qui voit la misère qu'on lui avait cachée jusque-là, qui tombe de haut. Nous, on est comme des princes, comme ça on nous cache les choses, et puis quand ça nous rattrape, que pour une fois on se retrouve derrière un cercueil, on se dit, oula, ben oui, il va falloir intégrer ça à notre compréhension de la vie. Les médecins de l'Antiquité, c'était des philosophes, c'était pas uniquement des techniciens. Donc, trouver une médecine qui réponde à des questions sur la vie, la mort, la santé, la maladie, c'est pas rien, c'est pas évident. En fait, j'avais fait quelques années de philo, et puis c'est dans un stage où je faisais de la méditation, j'avais mal au genou, et un japonais de passage m'a mis 3 aiguilles, et puis voilà, j'ai trouvé ça étonnant. Alors j'ai acheté un livre sur l'acupuncture, et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, tiens, c'est ce que j'ai appris en philosophie, mais c'est un livre de médecine. Et c'est là où je me suis aperçu qu'il y avait encore des cultures où les sciences humaines et les autres sciences n'étaient pas forcément coupées. Quête de sens. Un ethnomédecin, c'est simplement un technicien de la maladie. Il doit apporter une compréhension au patient. Et ben voilà, le nombre de médecins qui font ça sont peut-être un peu plus rares qu'avant. Merci pour un premier envoi. Quête de qualité de vie, pour moi, les miens, la communauté. Oui. Quête de qualité de vie. Comme je le disais tout à l'heure, la qualité de vie, c'est pas uniquement le montant du chèque qu'on touche en fin de mois, qui nous permet d'acheter un certain nombre de biens. C'est pas perdre notre vie pour la gagner. La quête de qualité de vie, effectivement, ça va être ce qui nous permet, dit-on en médecine chinoise, de vivre longtemps, heureux et en bonne santé. Alors, bien sûr, il faut un minimum de biens, un minimum de sécurité. C'est la pyramide des besoins de Maslow. Il faut mettre en place, il faut avoir de quoi se nourrir, se protéger, faire quelque chose qui soit reconnu, et se soigner sans nuire, c'est-à-dire ne pas se dégrader tout en se soignant. Donc effectivement, je pense que la quête de qualité de vie, elle préside à un certain nombre de choix médicaux, parce que ça résonne en nous, Hippocrate. La maladie n'est pas plus importante que le malade, et quand on voit dans quel état on est mis pour régler un truc, qui des fois n'est apparu que sur les examens, mais que nous-mêmes on ne sentait rien, on se dit que c'est cher payé. J'avais noté
une quête de logique. C'est encore différent de la quête de sens. C'est que quand on va voir un médecin, là je parle en tant qu'usager de santé, je peux être malade moi-même, on a envie de comprendre, on a envie que ce soit logique. C'est pas sens uniquement au niveau d'une compréhension profonde, mais par exemple un diagnostic, qu'on m'explique ce que j'ai, pourquoi. Donc quelque chose de causal plutôt que symptomatique. Et puis, quête de logique aussi dans le traitement. C'est-à-dire, quel rapport entre le traitement qu'on me propose et le problème que j'ai. J'ai une douleur inexplicable, ça me rend aigri, on me donne des antidépresseurs pour ça. Vous voyez, ça peut dévier rapidement. Ça me fait penser à un certain George W. qui voit des tours jumelles tomber à cause d'un Saoudien et qui décide d'attaquer l'Irak. Il y a des logiques qui nous échappent. Alors, à ce moment-là, il faut nous expliquer. Mais quand on voit dans quels examens on part à partir du problème qu'on a, des fois, on ne voit pas la logique. Et je ne peux pas compter le nombre de patients qui sont venus ici uniquement chercher la logique. C'est-à-dire, j'ai un problème, on ne m'a jamais expliqué. Et le simple fait qu'on leur explique 2-3 choses, c'est le syndrome Amélie Poulain. Pour ceux qui ont vu le film, voilà, il y a des photomatons partout sur le sol. Un type se fait prendre en photo et déchire ses photos et s'en va. Et c'est un mystère, et puis un jour, elle comprend que c'est le réparateur qui teste le photomaton. Une fois qu'on a compris, ce qui semblait compliqué devient limpide, et voilà, alors là, il n'y a pas de traitement, mais c'est juste pour dire que souvent les choses sont simples, mais on les complique parce qu'on n'a pas compris. Et on n'a pas fait l'effort d'aller vers cette simplicité. Le problème, c'est que c'est difficile d'être simple. Il faut beaucoup de temps pour arriver à la simplicité. Demandez à Picasso. C'est ça la difficulté. Quête de logique. La logique, c'est, comme disait le docteur Léon, vous avez des champignons sur les murs. Vous avez une logique qui consiste à dire, tiens, c'est quoi comme champignon, combien il y en a, on va faire des biopsies, on va faire des prélèvements, on va faire des mesures, on va mettre un produit chimique pour les tuer, et la pièce reste dans une ambiance bien pourrie, et on attend les prochains champignons, parce qu'il y aura forcément des récidives. Ou alors la logique, ça va être de se dire, mais je ne sais pas ce que c'est comme champignon, mais ce qui m'inquiète, c'est que il fait froid, c'est humide là-dedans, il faut que je remette le chauffage, que je fasse rentrer la lumière, l'air, et les champignons ne tiendront pas. Vous voyez ce que c'est la quête de logique, c'est qu'il y en a des différentes, on n'a pas tous la même, on n'a pas tous la même grille avec les mêmes touches à l'intérieur, mais souvent, la logique du patient n'est pas entendue, n'est pas respectée. Il ne faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Au niveau du traitement, c'est le protocole, donc il n'y a pas de logique. J'avais noté aussi, pour ce qui me concerne, dans la recherche, qu'est-ce qui m'a poussé et qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à étudier une médecine traditionnelle, c'était, en fait, la médecine, c'est-à-dire la quête d'une médecine vraiment préventive, la quête de quelque chose qui ne soit pas iatrogène, c'est-à-dire qui ne fabrique pas des maladies, mais de la santé. Ça semble évident, ça semble être un truisme, le primum non nocere, mais on l'a vu, je vous ai cité un certain nombre d'exemples, c'est pas du tout le cas actuellement. J'ai battu mon record, tiens, la semaine dernière, patiente, 21 médicaments différents. Enfin, c'est pas mon record à moi, c'est le sien. Il y en a sans doute d'autres, mais 21 médicaments différents pour la même personne, 14 prescrits par le généraliste, 4 par un ophtalmo et 3 par un psy. On sait qu'en pharmacologie, au-delà de 3, on ne sait plus ce qu'on donne. Alors elle vient pour des problèmes qu'aucun de ces médicaments ne résout. Sans doute sont-ils en partie en cause de ce problème, pour laquelle on s'attend peut-être à ce qu'un 22e médicament soit proposé. Vous voyez le problème. Donc, pour moi, ce n'est pas de la médecine, ça. Primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire. Le premier chapitre du Sowen, 300 avant Jésus-Christ, avant, les anciens savaient faire ceci, cela, etc. Ils apprenaient à ne pas tomber malade. Ils savaient préserver les choses. Alors, le Sowen dit, de nos jours, c'est fichu, les jeunes, ils ne font pas attention. On est en 300 avant Jésus-Christ, donc ça n'a peut-être jamais existé, cet âge d'or où les gens font attention. Mais ça veut dire que c'est toujours le travail
du médecin de remettre 100 fois sur le métier son ouvrage, de répéter les choses et de ne pas dire ah, je prescris parce que les patients me le demandent. Non. Je leur explique pourquoi je ne veux rien leur donner, pourquoi c'est à eux de faire parfois le travail. Après avoir réfléchi, c'est pas simplement parce que je suis obsédé par quelque chose et que je veux l'imposer à tout le monde. Donc une médecine qui soit préventive et non iatrogène. Une médecine qui ait des traitements tolérants. En acupuncture, si vous piquez à côté, vous n'avez pas tué le patient. Sinon, comme je dis parfois aux étudiants, tous les moustiques seraient acupuncteurs. Donc, le corps, s'il reçoit un point dont il n'a pas besoin, il va l'ignorer. Mais si le traitement est adapté, il va réagir puissamment. Donc c'est l'adéquation qui fera la puissance. Pareil pour la pharmacopée, les plantes sont moins puissantes que les médicaments occidentaux, mais si on les prescrit à dessein, l'effet sur la biologie est important et durable. Il n'y a pas d'effet secondaire parce que c'est un réglage, ce n'est pas un masquage de problème. Des traitements ciblés, c'est-à-dire qu'on peut avec un traitement avoir un effet ciblé sur ce qui nous intéresse sans détraquer autre chose. Des traitements individualisés, adapter le traitement au malade, une médecine qui adapte le traitement au malade et non pas le malade au traitement. Parce que ça fait des coques mal taillées et c'est comme ça qu'on a tous les effets secondaires. Une médecine qui puisse proposer, j'ai l'impression d'être François Hollande, moi président, une médecine qui, on va arrêter l'anaphore, mais on aimerait bien avoir des formules constitutionnelles, c'est-à-dire qui s'adressent à notre fond, à notre terrain, qu'on puisse prendre durablement. On a ça dans la diététique. Vous voyez, il y a des restaurants en Chine où, en fonction de votre typologie, c'est eux qui choisissent le menu, parce qu'ils savent que ça va être bon pour votre type de personne. Vous êtes un petit gros, un grand maigre, un frileux, un rougeau. Ils vont choisir un menu qui vous convient thérapeutiquement tout en étant bon pour vous. Vous voyez, on voudrait la même chose en termes de médicaments. C'est différent quand je parle de prévention, je ne parle pas de dépistage précoce. Je ne dis pas on va guetter l'apparition des nouveaux champignons pour pouvoir les détruire à nouveau. Ou même je passe un coup de lance-flamme de temps en temps, je fais une chimiothérapie préventive pour pas que ça revienne. C'est pas ça la prévention. Et donc, ça me fait penser à une autre quête, et je vais regarder ensuite ce que vous m'avez noté gentiment, c'est la quête d'une médecine qui soit respectueuse de la personne. Il ne faut pas oublier, par exemple, la médecine chinoise était une médecine impériale. Donc elle est forcément respectueuse de la personne, puisque c'est une médecine qui est destinée à traiter l'empereur, et évidemment, l'empereur, il ne faut pas qu'il tombe malade, donc elle est préventive par nature. Mais si on regarde bien, nous sommes des rois, nous sommes des empereurs, nous vivons comme des rois. Et le problème, c'est qu'on nous propose une médecine un peu populaire, où tout le monde prend la même chose, mais les gens, ils aimeraient bien qu'on les reconnaisse comme des individus. Et donc, effectivement, on est à la recherche d'une médecine impériale, on voudrait bien être traité préventivement, et non pas être traité comme un sujet d'expérience, de médicaments. Non, on aimerait bien être respecté. Respecter, ça veut dire aussi viser notre autonomie, notre indépendance, notre compréhension. Si on me respecte, on m'explique. Si je demande, on me répond. Donc, il faut que le médecin, quelle que soit la médecine qu'il pratique, il ait à cœur de comprendre et d'expliquer. Parce que c'est pas tout de comprendre. Il y a des gens, ils comprennent, mais ils n'expliquent pas. Non, il faut comprendre et expliquer, sinon on n'avance pas. Ça veut dire aussi que la psychologie humaine devrait faire partie intégrante de la médecine. C'est une partie importante, c'est pas une branche à part. On pourrait rêver d'une augmentation du nombre d'heures en médecine occidentale, par exemple, sur l'étude de la psychologie humaine. En médecine chinoise, au lieu d'ajouter des heures de médecine occidentale pour rentrer dans le moule, beaucoup d'écoles de médecine chinoise devraient s'intéresser plutôt à ajouter des heures de psychologie. Parce que même en Chine populaire, évidemment, depuis que la médecine impériale est devenue médecine du peuple, il y a des branches qui ont sauté comme ça. Et c'est un peu dommage. Parce que l'émancipation de la conscience, quand il y a un grand timonier qui guide la conscience universelle, c'est pas forcément à l'heure du jour, il serait peut-être temps de la réintégrer. Avant de voir, je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Est-ce qu'on peut lire ensemble, permettre au patient d'être acteur de cet accompagnement par son intérêt à comprendre ce qui lui arrive? Bon,
On l'a évoqué, merci Marie-Josée. La compréhension de notre corps dans ses différents aspects, physique, mental, émotionnel, comprendre les liens entre eux, leurs manifestations dans les déséquilibres. C'est le fait, comme on le disait tout à l'heure, d'étudier le patient à la fois sur un plan organique, fonctionnel, psychologique, et à l'intérieur de la psychologie, il y a différents niveaux, il y a les émotions, les pensées, les désirs. C'est vrai qu'il faudrait scanner tout ça en même temps pour pouvoir vraiment comprendre. Compréhension de notre corps, c'est bon. La MTC tombée du ciel suite à une rencontre. L'écoute de soi intuitive me confirmait un pont sur le chemin. Excusez-moi, je lis en même temps, mais c'est pas très facile de faire les deux. D'accord. Sont notées effectivement des questions concernant le sens de la vie, des réponses apportées par des traditions amérindiennes ou bouddhistes. Alors effectivement, c'est une grande famille des ethnomédecines. C'est-à-dire, là, je vous parle de la médecine chinoise, mais je dis une médecine qui, parce que, oui, vous croisez des guérisseurs, des tradipraticiens de différentes cultures, de différentes médecines, médecine amérindienne, médecine africaine, médecine tibétaine, médecine ayurvédique, et vous rencontrez ces soucis, ces préoccupations qu'on a évoquées. Il y a la médecine chinoise. Par contre, la médecine chinoise, elle a une capacité d'adaptabilité, et ça a été vérifié en humanitaire, qui fait qu'effectivement, elle est vraiment universelle, parce que les théories fondatrices de cette médecine sont vraiment applicables partout. Les yang, les 5 mouvements, c'est notre univers, c'est le Soleil, la Lune, c'est les 5 planètes, c'est ce qui fait la vie sur Terre. Donc, ce système, et j'ai pu vérifier en discutant avec des praticiens de tradition que c'était plus difficile de transposer une médecine, par exemple amérindienne, du nord ou du sud, à l'Occident, que la médecine chinoise en Amazonie. On pourrait rediscuter de ça, ce sera un autre sujet de débat sur l'universalité des concepts de certains systèmes médicaux. En tout cas, il y a véritablement un lien familial. Il suffit de remplacer quelques mots, quelques symboles, et on se retrouve exactement au même endroit. Parmi les quêtes qui peuvent guider à étudier une certaine médecine, médecine traditionnelle comme la médecine chinoise, j'avais noté le respect de la nature, de l'environnement. Alors il y a le respect de notre nature. Le respect de l'environnement, on ne voit pas forcément ce qu'il vient faire là-dedans, mais on a envie d'une médecine naturelle parce qu'on est le produit de la nature, et on a peut-être envie que quelque part, on se soigne sans causer du tort ou du préjudice. Hein. Quand on voit par exemple les médicaments qui se retrouvent dans les rivières et ce qui s'ensuit, dans les grands élevages ou des choses comme ça, les pollutions de tous ordres, on n'a pas envie, même pour se soigner, de participer à ça, puis on ne voit pas pourquoi on devrait polluer la planète pour se soigner. Si on est un produit de la nature, on doit certainement trouver dans la nature de quoi se soigner sans la rendre malade, puisque c'est notre mère. Je ne vois pas l'intérêt, moi, de rendre ma mère malade pour aller mieux. Donc, il faut une médecine qui respecte la nature qui nous a donné la vie et qui peut nous soigner quand on est malade. La dénaturation, ça c'est générateur de déséquilibre. Et effectivement, on observe bien souvent quand on cherche la cause de maladie que c'est le non-respect des lois naturelles qui la fait naître. Et si la cancer patine autant depuis des décennies, on nous dit on touche au but, en fait on a fait quoi, 10% de progrès thérapeutique, et alors qu'on a 40% de cancer en plus, c'est bien parce qu'on ne cherche pas à la bonne place et qu'on ne cherche pas les vraies causes, parce que les vraies causes, elles remettent en cause notre mode de vie, et qu'on n'a pas du tout envie de changer de mode de vie. J'avais noté aussi quête d'une médecine universelle, et ça rejoint les remarques qui ont été faites sur le fait qu'il y a des liens avec d'autres systèmes médicaux, une médecine que l'on puisse parler partout sur Terre. Parce qu'on est sur le même ciel, on est fait pareil, on est homogène, on a les mêmes gènes. Ah non, on n'est pas homogène. On est homo, je ne sais plus quoi, on n'est pas homo tout court, enfin il y en a, mais ce n'est pas la question ce soir non plus. C'est pas une maladie. On est, je ne retrouve pas le terme, excusez-moi, mais voilà, on n'est pas identique, on est homogène. On partage le même génome humain, mais vous voyez qu'il n'y a pas deux personnes pareilles. Donc il y a une universalité d'un côté et une individualité de l'autre, et il faut respecter les deux.
Mais dans la compréhension de l'être humain, il faut une homogénéité aussi. Parler un langage naturel, ça permet de faire un diagnostic partout sur Terre. Comparer l'être humain à la nature, parce qu'on a des fleuves qui nous parcourent, des forêts, des vallées, des rivières, des mers, tout le monde peut comprendre. Enfin, tout le monde. Il faut expliquer un petit peu. Mais les patients, on l'a vérifié aux 4 directions, les patients à qui on parle le langage de la nature, ils comprennent. Ils ont des gaz. Voilà, ça c'est quelque chose de simple à comprendre. Il y a une stagnation, ça fait du méthane. On peut prendre l'exemple du fumier. On prend toujours des exemples dans la nature, c'est tout de suite compréhensible. C'est différent d'utiliser la nature parce qu'elle est pareille pour tout le monde. Il y a des gens qui sont eux-mêmes tellement dénaturés, ils ont oublié ce que c'est que le ciel et la terre parce qu'ils vivent dans le béton et la fumée. Il faut leur rappeler à quoi ils appartiennent parce qu'ils y retournent un jour. Mais pour les personnes qui ont gardé un minimum de lien avec la nature, ce qu'on leur explique. Par contre, adapter, j'allais dire, chercher à adapter les gens au langage importé de notre médecine, ça, c'est pas en faire une médecine universelle. On pourrait dire que la médecine occidentale est universelle parce qu'elle est répandue sur la planète, mais même en Occident, où cette médecine est notre médecine, moi, je comprends rien aux examens médicaux, et c'est un peu fait pour, quelque part. C'est pas une médecine qui cherche à se faire comprendre, qui cherche à être universelle dans la compréhension. Elle cherche simplement à être universelle dans le monopole, mais ou peut-être dans l'efficacité des soins, et ça part d'un bon sentiment. La vaccination pour tous, ça part d'un bon sentiment. Est-ce que c'est vraiment la meilleure solution de prévenir et de traiter toutes les maladies? Ça, je ne sais pas. La vaccination massive dans des pays qui n'ont déjà pas à manger ou à boire, je ne sais pas si c'est la bonne politique. Mais cette universalité-là, ce n'est pas forcément celle qu'on recherche. L'universalité dans les outils thérapeutiques, avoir la possibilité avec des moyens simples de rendre service à la personne humaine sans avoir la dépendance à une technologie qu'on ne peut pas s'offrir. Donc pour le diagnostic, pouvoir observer, palper, interroger, avoir un Doppler, un scanner par nos propres moyens qui nous permettent de lire le patient, comme le faisait le médecin d'antan avant qu'il y ait de gros appareils. Même si on peut bénéficier en plus des gros appareils, ne pas perdre cet outil qui est le nôtre. Parce que l'être humain est finalement un appareil assez bien adapté au diagnostic de la pathologie humaine. L'universalité des moyens de traitement, des aiguilles, des plantes, des mots, des exercices, des massages, ça c'est universel. Tous les humains portent des points d'acupuncture, il n'y a pas que les Chinois, ils ont une pharmacie sur le corps. Donc on peut apprendre à un Africain à utiliser des points d'acupuncture. Vous voyez, pour moi, ce sont tous ces éléments qui, mis bout à bout, ce que je n'ai plus envie, ce dont je n'ai plus envie, ce que j'aimerais, je me suis rendu compte que la médecine chinoise, et peut-être d'autres ethnomédecines, pouvaient peut-être l'offrir. En tout cas, il s'est trouvé que l'informateur, qui est le docteur Léong, avait lui-même tellement de connaissances dans la matière que ce n'était pas la peine d'aller papillonner encore dans d'autres traditions, parce que ce qui est propre aussi dans ces médecines traditionnelles, c'est qu'il vaut mieux approfondir un sillon, passer beaucoup de temps sur quelque chose pour bien le comprendre, et ensuite on touche les autres racines. Et on peut parler avec tous les autres médecins, on se comprend parce qu'on est sur la même planète. Mais si on papillonne et qu'on fait un petit peu de toutes les médecines, une formation un peu conférencière, en patchwork, ça fait de la superficialité. C'est plus notre esprit occidental. L'Occident s'est formé comme ça. La médecine chinoise, c'est plutôt des traditions qui se sont suivies. Bien sûr, ça s'approfondit, on innove, on améliore, on modifie, mais la trame reste la même parce que le soleil se lève toujours du même côté. Donc c'est rassurant de savoir qu'il y a des choses qui ne changent pas, puis on adapte parce qu'il y a des variations climatiques. Je ne sais pas s'il y avait d'autres. Apprendre la médecine traditionnelle chinoise est pour moi une suite logique de mon développement personnel. Et l'idée du sacerdoce, sincèrement, je crois, de plus l'âme brillante, va éclairer mon entourage. Oui, l'idée d'aimer les patients, de guérir sans blesser. Sans vouloir éthérer le propos, ce n'était pas le but initial, mais c'est vrai qu'il faut élever un petit peu ce débat-là. Je pense personnellement qu'on ne peut pas soigner les gens si on ne les aime pas. Parce que si on ne les aime pas, ça veut dire qu'on n'a pas encore compris que les autres, c'est nous. On n'a pas encore compris
qu'on est copains, qu'on mange le même pain, que, comme disent les Lakota, tous sont ma famille. On est une famille humaine, on peut ne pas s'entendre avec ses propres frères et sœurs parce qu'on n'est pas nés sous le même ciel, donc comme dit une biologiste, on accouche de téléviseur, mais on ne fait pas le programme. Donc on peut être sur le même programme que quelqu'un qui n'est pas de notre famille, mais pas sur le même programme que quelqu'un de notre famille. Alors, si on croit dans notre culture que parce qu'on est de la même famille, il faut à tout prix s'entendre, ça fait des histoires à la Dallas qui n'en finissent jamais, et nous on récupère les dépressions qui s'en suivent. Donc, une distance par rapport à la culture. Et effectivement, s'apercevoir que la famille, c'est la famille humaine. Et que donc, si on est tous reliés, parce qu'on vient tous de la même mère, du même père, je ne parle pas des parents biologiques, je parle des grands-parents, du ciel et de la terre, et de l'humanité qu'ils ont fabriquée, avec toutes les variations et les défauts qu'on peut imaginer. Mais des fois, on peut avoir des gens de notre propre famille qui font des choses horribles. C'est pas le fait que ce soit famille ou pas famille, c'est le fait qu'il faut essayer de comprendre les humains et de les aimer et de leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, comme disait l'autre. Alors on n'est pas tous arrivés là, mais on peut tous être en chemin. En tout cas, on doit essayer de travailler dans la bienveillance. C'est aussi pourquoi on a choisi, pour ce qui concerne le CEDRE, pour la formation médecine chinoise, de faire la formation pratique des étudiants dans un contexte humanitaire auprès des moines et des réfugiés tibétains. Parce que c'est des professionnels de la compassion et de la bienveillance et que quelque part ils placent la barre extrêmement haut en tant que patients qui nous imposent une pratique bienveillante qui fait qu'après on continue cette façon de travailler. Mais il faut respecter les patients. On est au service des patients, c'est pas le patient qui est au service du médecin. Et ça, des fois, je le dis à mes patients, je dis, redemandez à votre médecin, parce que des fois, j'ose pas demander à mon médecin de réduire tel traitement parce qu'il ne va pas comprendre, ça ne va pas lui plaire. On ne prend pas un traitement pour faire plaisir à son médecin. Et puis on a le droit de lui poser des questions, enfin on devrait. Donc oui, effectivement, il faut qu'il y ait un petit peu d'amour dans le truc aussi, parce que c'est ce qui différencie l'être humain aussi, enfin dans sa partie la plus importante. Et si on ne met pas un petit peu d'amour dans la cuisine, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Donc même si on est parfois imparfait, maladroit, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de faire les choses, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il suffit d'être dans l'amour, et puis on peut soigner. Non. Ou alors il faut vraiment s'appeler Mère Teresa, Dalai Lama ou Bama, et ça peut peut-être suffire parce qu'on n'utilise que le solaire pour soigner les gens. Et quand on apprend la médecine, c'est une valeur ajoutée, mais ça ne suffit pas à la bonne volonté. Il faut aussi apprendre. C'est fastidieux, il faut essayer de comprendre, donc il y a tout un parcours à faire soi-même, et c'est aussi pour ça qu'on fait payer les soins, parce que comme toute science, on l'a apprise, et puis c'est un service rendu, et quand on voit l'heure de maintenance informatique ou d'heures de manuel, comment ça s'appelle, d'heures de travail pour réparer une voiture, on peut raisonnablement demander quelques dizaines d'euros par consultation quand on passe une heure chez le patient, mais c'est juste un échange d'énergie. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'autres liens à un autre niveau avec les patients. Actuellement, que penser des différentes formations Qigong, dont Qigong dit thérapeutique? Alors, le Qigong peut faire partie des méthodes thérapeutiques de la médecine chinoise, mais il n'est pas, je suis dans les temps, on a encore 10 minutes, super. Il n'est pas qu'une méthode thérapeutique, c'est comme la diététique. On se nourrit pour vivre, pas que pour se soigner. On peut pratiquer le Qigong comme le yoga d'ailleurs, puisque le Qigong c'est jamais que le yoga chinois et le yoga n'est jamais que le Qigong indien, simplement l'un contient plus de mouvements et l'autre plus de postures. Ils ont des différences, mais quand on voit ce que ça fait au niveau du corps, ce sont évidemment des méthodes extrêmement cousines. La différence, c'est que si vous pratiquez un ensemble de techniques, ça va être quelque chose de bénéfique pour la longévité, la prophylaxie. Il y a beaucoup de Chinois qui font des pratiques tous les matins dans les jardins, et c'est un gage de longévité, de bonne santé, plutôt que d'acheter un canapé trop mou ou une chaise pour monter à l'étage, autant profiter des escaliers pour faire l'exercice. Pourvu que vous fassiez l'exercice en conscience, en tenant compte du souffle, de l'attention et de la posture, et vous faites un Qigong en vérité. C'est-à-dire que comme M. Jourdain faisait de la prose, peut-être qu'il y a des gens qui font de la pétanque et c'est du Qigong, mais ils ne savent pas que c'est du Qigong, parce qu'ils sont concentrés, attentifs, leur respiration, leur posture. Bon, évidemment, ce n'est pas forcément thérapeutique
c'est peut-être pas un exercice qu'on préconiserait pour certaines maladies, mais ce que je veux dire, c'est que le Qigong peut apporter pas mal de choses différentes. Il ne faut pas le ramener juste au mouvement chinois. Mais le Qigong thérapeutique, la différence, c'est qu'on a dû d'abord faire le diagnostic d'une pathologie, voir quel mouvement aurait un effet correctif sur cette pathologie, et prescrire ce mouvement au patient pour qu'il le fasse lui-même. Et là, il va répéter le même mouvement un certain nombre de fois, parce que là, ben, il fait quelque chose d'ergonomique, de thérapeutique par la posture ou le mouvement. Donc le Qigong thérapeutique, je dirais, pour être réel, ben, il devrait être pratiqué par quelqu'un qui déjà a fait un diagnostic avant de prescrire un exercice. Sinon, c'est du Qigong généraliste pour l'entretien, le bien-être, la santé, la longévité, et c'est également très bien. Je ne sais pas s'il y avait... La MTC permet pour partie d'aider les patients à s'aider eux-mêmes par des pratiques simples, oui, Qigong, automassage, leur donner envie de prendre la responsabilité de leur état. Guérison, envie, et c'est précieux. Exact. La responsabilité du patient dans l'entretien de sa santé. Ça, c'est très important également. Il y a un ouvrage d'Ivo Illich, un philosophe, qui a écrit La Némésis médicale, qui explique, disons, comment la santé, en fait, en a été expropriée par rapport à notre santé. C'est-à-dire que la santé appartient au médecin, ou pharmacien, ou je ne sais pas qui, mais n'appartient plus au patient. Vous êtes le porteur d'un problème, on vous a dit que vous aviez un problème, vous en êtes le porteur et on vous fait prendre un médicament pour le régler, pour votre bien. Mais c'est très rare qu'on vous propose de faire des choses par vous-même autant que possible pour régler le problème. C'est difficile d'être l'acteur de sa propre guérison. Enfin, c'est difficile. En tout cas, chez nous, on ne nous incite pas véritablement. Et pourtant, dans certaines maladies, c'est essentiel. Je pense même dans les cancers. Le docteur Leong comparait le cancer à une guerre, un état de guerre. C'est-à-dire qu'il y a lutte, il y a un envahissement, il y a un parasitage. Et donc, c'est vraiment, il y a invasion, il faut lutter. Alors évidemment, la médecine se présente comme, c'est l'Amérique, c'est les alliés. Ils viennent bombarder, on va être sauvés. Mais les bombardements, ça fait des dégâts. Il y a des gens qui meurent guéris. Non, il faut aussi la résistance. Et il y a le moral des troupes. S'il n'y a pas le moral, ça ne sert à rien d'être armé. Donc, effectivement, expliquer à un patient pourquoi il a un problème et chaque fois que c'est possible, lui donner les moyens de participer à sa guérison activement, c'est quelque chose de fondamental. On est dans une société de consommation et c'est vrai que souvent les gens recherchent la passivité. On ne veut pas souffrir, on ne veut pas avoir à faire des choses, on voudrait pouvoir acheter la santé. La médecine chinoise ne va pas dans ce sens-là. Maintenant, quand les gens ont un problème vraiment grave, de toute façon, ils sont au contraire contents de participer parce que justement, la maladie devient un moyen de changer de façon de vivre. Donc, il y a la prise de conscience. S'il n'y a pas la prise de conscience de la cause du problème, on ne va pas avoir envie de changer nos habitudes. Il y a des personnes qui disent « je veux aller mieux, mais je ne veux pas changer mes habitudes ». Mais dans certains cas, on est obligé de leur dire ben, « je suis désolé, je ne peux pas vous aider parce que c'est votre habitude qui vous a rendu malade, et si vous ne changez pas d'habitude, ben, on ne peut rien pour vous ». Il y a des gens comme ça, on leur soigne une crise de foie, ils retournent fêter ça au restaurant. Il y a un moment, on peut dire ben, « c'est pas la peine ». La médecine chinoise accorde-t-elle un contact plus proche avec la nature et ainsi être plus reliée avec sa conscience universelle? Apprendre la médecine chinoise peut-elle bouleverser et bousculer dans notre quotidien? Oui. Ça apporte un lien plus proche avec la nature et avec soi-même, mais ça dépend. C'est pas la médecine chinoise qui aura ce pouvoir. Et quand on étudie la médecine chinoise, on a ce devoir de faire un chemin personnel parce qu'on est l'outil de la guérison des autres. Et le premier conseil qu'a donné le docteur Leong aux étudiants de médecine chinoise, et c'est ce qu'on répète à tous les étudiants à chaque nouvelle année, vous voulez soigner les autres, prenez d'abord soin de vous-même. Si vous n'êtes pas capable de prendre soin de vous-même, et n'espérez pas non plus régler vos problèmes en vous occupant de ceux des autres. Parce que ça, c'est très fréquent. Le nombre de thérapeutes qui ne vont pas bien et qui s'occupent des autres, je ne vous raconte pas. Non, on règle ces problèmes, on ne fait pas semblant, on n'est pas dans le déni, on les règle et après on s'occupe des autres. Et même, si on est dans une période vraiment de perturbation importante, on fait une pause.
On est fatigué, on prend des vacances, et après on sera plus efficace. Il faut avoir cette honnêteté intérieure de savoir si on est en état d'aider les gens. Donc oui, ça va nous solliciter, parce que si on n'a pas réglé certains problèmes, comment voulez-vous, on dit en médecine chinoise, il faut être sur la berge pour tirer les gens de l'eau. Mais chez nous, on croit qu'il faut patauger dans le même bain émotionnel, sinon on ne se comprend pas, mais on coule à deux. Donc, ou alors on va avoir une obsession parce qu'on a un problème, on va rechercher la solution à ce problème chez ceux qu'on voit, et du coup on va dire, vous êtes sûr que vous n'avez pas tel problème? Parce que moi je l'aime aussi. Mais ça, c'est ramener vraiment les autres à soi. Au contraire, nous, par exemple, il y a de la méditation dans la formation, parce qu'il faut être capable un jour de faire le silence à l'intérieur pour entendre vraiment les autres. Sinon, c'est vous que vous entendez. Donc, dans la médecine, il y a de la psychologie, et dans la psychologie, c'est un chemin qui doit aussi comporter une part de spiritualité, parce que si on n'a pas un recul par rapport à soi, si je ne vois pas que j'ai des lunettes, et si mes lunettes sont roses ou noires, je vais voir le monde d'une couleur, peu importe si c'est positif ou négatif, et c'est de toute façon pas le monde tel qu'il est. Donc il faut que je m'aperçoive que j'ai des lunettes. Alors même si je retire celle-ci, ça aussi c'est des lunettes, ça aussi c'est un monde virtuel, parce qu'il y a une imagerie derrière. Le vrai monde, il n'est pas encore la projection, ça c'est la Lune. Ici j'ai le Soleil. La Lune réfléchit, elle reflète la lumière du Soleil. Mais on ne peut pas regarder le Soleil directement, c'est aveugle. Donc il faut être conscient de tout ça, et c'est pourquoi on doit étudier la nature humaine avant de vouloir la soigner, effectivement. Le cèdre, un centre de formation qui garde ses racines, j'espère bien. J'espère bien. L'image du cèdre a été prise parce qu'effectivement, un arbre, il est enraciné dans la terre, il a ses branches qui vont vers le ciel, et c'est le symbole de la vie. Et puis c'est le symbole de la santé. Un cèdre, c'est costaud. En même temps, ça pousse lentement, donc on n'est pas pressé, il faut étudier tranquillement. Mais ça permet de faire des choses. C'est large aussi, ça permet de voir des choses larges. Donc effectivement, la médecine traditionnelle, elle doit avoir des racines. Sinon, on ne peut pas vraiment l'appeler médecine traditionnelle. Alors les racines du cèdre, elles remontent au XVIIIe siècle, puisque le docteur Léong, c'est 15 générations de médecins, de tradition familiale. Donc, là, moi, j'ai suivi 35 ans. Ça fait 40 ans que je fais de la médecine chinoise, et on va avoir le plaisir d'inviter le fils du docteur Léong l'année prochaine au mois de mai. Et son fils n'a pas fait de médecine chinoise, son petit-fils, on ne sait pas, parce qu'il a 4-5 ans. Et si un jour il veut faire la médecine chinoise, son fils me l'envoie, et ça sera amusant de renouer en Occident les liens d'une génération qui a sauté un océan. En tout cas, il faut garder les racines, il faut les développer autrement, hein, mais c'est très important d'être sûr qu'on ne réinvente pas des choses à défaut de les connaître. Il faut être sûr qu'on comprend avant de vouloir innover. C'est vraiment important. Donc je crois qu'on a rempli l'heure, je ne voudrais pas qu'on se faire couper la parole bêtement. Je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que je n'ai pas parlé seul et que ça a fonctionné. Je ne sais pas du tout, moi j'ai juste un ordinateur, mais je m'imagine qu'il y a des gens sympas derrière. Merci à tous et à bientôt.